C'est une campagne qui n'a pas encore commencé officiellement, mais qui tient une place omniprésente déjà dans les médias en France. Le premier tour de la présidentielle se tiendra le 10 avril 2022 et on assiste depuis des mois à une extrême droitisation des thèmes de campagne, immigration, sécurité, émergence du putatif candidat Éric Zemmour. Comment l'expliquer? On en parle avec vous, Alexis Lévrier. Merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes historien du journalisme. Vous avez récemment publié au PUF Jupiter et Mercure qui analyse les rapports entre le pouvoir politique sous la Ve République et les médias. Alors Alexis Lévrier, première question. Qu'est-ce qui explique selon vous la montée de ce presque candidat que serait Éric Zemmour? Il a su capter l'inquiétude du pays. C'est-à-dire qu'un phénomène médiatique n'est jamais créé de manière totalement artificielle. Donc il a su identifier, analyser, incarner finalement une angoisse identitaire qui traverse une partie du pays. Ça, c'est tout à fait réel. Et il a par ailleurs un authentique talent pas d'intellectuel, mais de polémiste. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Il maîtrise très bien les médias. Mais il a aujourd'hui, et c'est ça qui a changé un petit peu le cours de son histoire personnelle, un groupe médiatique qui s'est mis en marche pour l'aider, pour servir sa candidature. Et l'exposition médiatique dont il a bénéficié dans l'émission Face à l'info sur CNews, à partir de la fin de l'année 2019 jusqu'à il y a quelques mois, lui a permis d'imposer ces questions identitaires dans le débat public sans aucune contradiction et finalement de se déclarer ou de se porter candidat, même si sa candidature, on l'attend encore, elle est officieuse, mais désormais il est dirigé vers cette ambition. Vers début décembre, dit-on. Quelle est la responsabilité justement des autres médias? Vous parliez de CNews, qui appartient à Vincent Bolloré, qui a mis Éric Zemmour clairement sur le devant de cette scène médiatique, mais les autres médias étaient-ils obligés de suivre Éric Zemmour, de faire des unes, des articles sur lui? C'est difficile parce que finalement, si vous n'en parlez pas, comme son positionnement très paradoxal, alors qu'il est l'incarnation du système médiatique, ça fait 40 ans qu'il est journaliste politique, il a donc été porté par un groupe de presse, mais en même temps, il se constitue contre les médias mainstream. Il dit toujours qu'il est finalement dans une posture alternative par rapport au règne de médias qui seraient tous vendus à la gauche, ce qui est une hérésie, ce qui est complètement contradictoire. Aujourd'hui, clairement, en France, on voit plus de médias qui sont sur une orientation plutôt centriste et de droite, non, clairement, non? Il y a une droitisation des médias qui reflète peut-être aussi la droitisation de la société française, mais qui a été accompagnée. Et je crois qu'au-delà de ce positionnement politique, et ce qu'on peut reprocher aux médias, notamment aux médias audiovisuels, c'est d'avoir évolué vers des médias d'opinion plutôt que des médias d'information. On parle de chaînes d'information, on peut vraiment se poser la question, évidemment pour CNews, mais BFM, je me rappelle Marc-Olivier Fogiel, qui dirige BFM, lorsque CNews pour la première fois est arrivé devant CNews en termes d'audience, a dit « nous ne faisons pas le même journalisme, nous allons miser sur le reportage et sur l'enquête ». Ils ne font pas du tout ça. Non, ça reste beaucoup une chaîne d'opinion. C'est également une chaîne d'opinion, pas de manière aussi caricaturale et biaisée que CNews, mais quand même, ils évoluent aussi vers ce modèle-là. Alors, vous parliez de Vincent Bolloré tout à l'heure, dans votre livre aussi. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui, selon vous, sur l'indépendance de la presse en France, avec justement cette concentration des médias et l'appartenance notamment à des milliardaires? Ça fait partie des critiques récurrentes qu'on peut entendre, hein. Oui, alors c'était une critique essentielle chez les Gilets jaunes, et souvent c'est une critique qui relève un peu du fantasme, parce que on ne peut pas considérer que les journalistes sont tous les marionnettes des oligarques, ou dans le cas du service public, qui seraient les marionnettes du pouvoir politique. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une indépendance, au moins relative, des rédactions qui peut se construire malgré un actionnaire. Le Monde est très indépendant de Xavier Niel, qui est pourtant très proche d'Emmanuel Macron. Ça ne les a pas empêchés, depuis le début, même depuis la campagne de 2017... Oui, de faire des articles critiques, hein. Bien sûr, et peut-être même de surjouer cette indépendance-là pour ne pas s'exposer aux reproches de leurs lecteurs d'être trop dépendants. Ce que fait la BBC en Grande-Bretagne notamment, hein. Exactement, c'est la même tradition, et c'est une tradition tout à fait valable qui vaut aussi pour le service public en France. Le problème aujourd'hui, c'est que le nombre d'oligarques se réduit et qu'on a avec Vincent Bolloré quelqu'un qui assume la volonté de porter un discours culturel et politique, de mener une bataille qui est sans doute aussi une bataille électorale, on le voit avec Éric Zemmour. Oui, il ne supporte plus Emmanuel Macron d'après les papiers qu'on a pu lire dernièrement. Vous pointez aussi du doigt la responsabilité du président de la République, Emmanuel Macron, dans cette montée de l'extrême droite. Vous écrivez dans votre livre qu'il s'agisse d'une authentique fascination ou simplement d'une instrumentalisation opportuniste. Emmanuel Macron a de toute évidence décidé d'utiliser le magazine Valeurs Actuelles, qui est d'extrême droite, et plus généralement les idées chères à l'extrême droite en vue d'une réélection en 2022. Le président français, il est dans la même stratégie que François Mitterrand il y a quelques années? Alors,
Oui, Jupiter, ça renvoie d'ailleurs au communicant de François Mitterrand, qui était Jacques Pilan. Et François Mitterrand a beaucoup utilisé l'arme de la triangulation en donnant une place à Jean-Marie Le Pen dans les années 80, de manière très officielle, en écrivant au patron de chaîne, en leur disant « faut inviter Jean-Marie Le Pen, il représente une force politique ». Je pense qu'Emmanuel Macron s'inspire de cette stratégie de la triangulation médiatique avec l'extrême droite, peut-être parce qu'il est séduit lui aussi par ce très bon journal, comme il le caractérisait à l'heure actuelle. On sait qu'il a même était jusqu'à appeler Éric Zemmour lorsqu'il a été agressé. Il lui aurait proposé, d'après Éric Zemmour, une mission sur l'immigration. Il a beaucoup joué de ce double jeu avec l'extrême droite, ce qui est une posture très mitterrandienne. Le problème, c'est que l'extrême droite aujourd'hui pèse beaucoup plus que dans les années 80. Et peut-être que ça peut se retourner contre lui, parce que ça va diviser mécaniquement le fait qu'il y ait deux candidats, Marine Le Pen d'un côté, Éric Zemmour de l'autre. Ça met le seuil de passage au deuxième tour à 15%, et ça pourrait favoriser la candidature du leader des Républicains une fois qu'il sera désigné. Tout cela, c'est encore de la politique fiction, mais je ne pense pas que Emmanuel Macron avait prévu qu'Éric Zemmour se retrouverait à ce niveau d'intention de vote aussi rapidement. Merci Alexis Lévrier d'avoir été avec nous. Jupiter et Mercure est donc publié aux éditions du PUF. Merci d'avoir été avec nous. Merci.